bienvenue au Mon Corvo, voici Kitaro. Et voici Kamatero. Oh Enfin Yatta Bogonomono Yattara, la nouvelle collection du Mon Corvo Wano Kuni Return to Wano Kuni est enfin disponible sur Redbubble, la boutique Mon Corvo officielle. Et nous avons travaillé avec des artistes depuis tant de mois, tant d'efforts. On l'a retardé pour la faire à chaque fois à la perfection. On a attendu toutes les couleurs de cheveux des persos de Wano Kuni pour vous faire le méga All-Star poster de la mort. Il est incroyable. C'est fait par notre talentueux Tom. On lui a demandé pendant des mois et des mois de revoir son poster. Il a subi toutes nos corrections, toutes nos demandes. C'était chiant mais il l'a fait et le travail est juste ouf. Il se trouve donc sur la boutique. Si vous voulez nous encourager, et ben vous pouvez y aller directement. Voilà, c'est incroyable. Il faut savoir aussi qu'il y a toute une nouvelle collection de t-shirts de Wano Kuni avec Wano Kuni dans Jurassic Park. Il y a quoi? Il y a Zoro aussi. Il y a Enma et Ameno Abakiri. Il y a aussi Shusui. Il y a plein de... Ah, les amis, je suis pas bien. Encore une fois, ça vient de qui? Ça vient de notre Hugo International. Encore une fois, lui aussi pareil. On l'a bâché avec tous. Tu fais ça. Non. Tu fais ça! Aujourd'hui, on est super fiers de pouvoir vous proposer des designs 100% originaux et faits à la main en fait, par des fans, pour des fans comme vous. Et surtout, ça nous permet aussi, nous, de gagner un petit pain. Il faut savoir qu'après, comme ça, on peut aller à la boulangerie et manger un peu comme... On est très ému de la sortir enfin cette collection, elle est vraiment magnifique, le poster All Star avec tous les personnages. On l'a de juste Wano. à côté là. Ils sont là, on le regarde un petit peu parce qu'il est vraiment mais si beau. Tous les t-shirts, les rééditions de Kaido en bleu, tout, on a vraiment tout. C'est vraiment trop beau de pouvoir plonger ensemble dans l'arc de Wano Kuni. Et du coup aussi un petit peu, et bien vous savez comme nous, on a supprimé tout ce qui était les sites de participatifs, Tipeee, Utip, tout ça pour afin et bien de se concentrer, c'est-à-dire que si vous voulez financer le Mon Corvo, nous aider dans nos projets, et bien faites-vous un cadeau, je pense que c'est la meilleure des choses en fait. Et puis faites un cadeau aussi aux artistes qui aiment vivre de One Piece, qui aiment vivre de leur Parce que talent. voilà, bien sûr, il faut savoir que ça sera réparti entre le Mon Corvo et les artistes. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que voilà, si vous voulez soutenir la chaîne, sachez que vous pouvez le faire tout en vous offrant un petit cadeau, un petit t-shirt pour la fin de l'année, pour Noël, pour le Nouvel An, pour les amis, pour la famille. On ne demande jamais un crowdfunding, mais voilà, ça se trouve ici. Il y a beaucoup de travail derrière, il y a beaucoup de fierté aussi. Donc si vous voulez participer à tout ça, si vous voulez vous offrir un petit t-shirt ou bien un magnifique poster, les deux sont dans la description, dans la boutique du Mon Corvo spécial Wano Kuni. Et puis surtout pour fêter l'ouverture de cette nouvelle saison de la boutique du Mon Corvo, et bien rendez-vous sur notre Instagram qui est tout neuf, qui est tout propre, et vous trouverez dedans et bien des nouveaux concours pour gagner un petit peu les posters, les énormes t-shirts. Il suffit juste de liker, d'être présent. Il y a toute une série qui va arriver sur Instagram. Il y aura plusieurs posts par semaine pour gagner des t-shirts et des posters. Donc allez directement sur notre Instagram. Il suffit de like, de vous abonner à la page et de mettre un petit commentaire. Zoro c'est le plus sexy. Et waouh! Transformation! Pas mal ça, Kamal. Après votre petit tour bien sûr sur la boutique du Mon Corvo, nous devons parler du chapitre 962. Bienvenue donc dans l'analyse du flashback d'Oden Kuzuki à Wano Kuni. Wano Kuni c'est un manga à part entière. On avait vu que c'était apparemment la métonymie même de l'aventure de Luffy. C'est une histoire tellement riche, tellement de nouveaux personnages, de nouveaux lieux, dans plusieurs temporalités, présent, passé. Énormément de choses à dire, énormément de liens à faire et on les a fait pour vous. C'est pourquoi dans un premier temps on va se pencher un petit peu quand même ensemble sur l'importance accordée à Orochi, le meilleur personnage de One Piece, à Yasue, mais également et plus profondément au clan Shimotsuki. Ensuite, on ira un petit peu du côté des fourreaux rouges tout de même, c'est-à-dire qu'on a quand même un seigneur qui va trouver ses vassaux. Ça paye pas de mine sur le début, mais il faut savoir que chaque rencontre a une signification, tout est vraiment très bien écrit et on va vous expliquer pourquoi. Avant de rencontrer les grandes légendes de ce monde et comprendre où est-ce que ce flashback va les faire converger simplement vers un trésor légendaire, mystique, l'origine de toute chose, le One Piece.
flashback qui commence tranquillement, Oda qui prend son temps comme d'habitude, mais vous allez voir que chaque relation de personnage est hyper importante parce qu'on a des relations entre personnages, mais on a aussi des relations entre personnages dans le passé et dans le présent. Donc vous allez voir que c'est un immense bordel, il y a beaucoup de choses à décrypter, à reconnecter et tout, et on l'a fait pour vous ici. C'est vraiment un énorme plaisir que de relire plein de chapitres, de revoir que l'auteur il n'oublie absolument rien de ce qu'il écrit. Et la première preuve là-dessus, c'est la page de couverture, tout simplement, de revoir un personnage que Franky avait embrassé au chapitre 755 dans l'usine de Smile, et qui donc a permis le changement totalement drastique du personnage qui arrive et qui embrasse tous les hommes et tout. C'était il y a quand même 5 ans. C'est incroyable de voir que Oda, bah voilà, il recycle ou pas ses personnages. En tout cas, ils reviennent sur le devant de la scène pour des petites aventures comme ça. C'est hyper intéressant. Mais parlons de Wano Kuni. Alors par une petite phrase, un petit côté mystérieux, on comprend que Orochi a toujours été essentiellement un personnage extrêmement détestable, hein. Il est mauvais. Et du coup, là où c'est bizarre, c'est que si on avait un bénéfice du doute qui était totalement lancé dans le chapitre précédent vis-à-vis d'un Orochi qui pouvait avoir subi un traitement, aurait changé grâce à Oden, mais qui l'aurait trahi, tout ça, non. À l'origine, on a quelqu'un qui au final va plutôt jouer la comédie lorsqu'il se met sur une flaque pour pouvoir laisser passer un futur démo. La figure même de la langue de serpent, langue de vipère qui va foutre la discorde. Et c'est vrai qu'on l'avait pas vu, mais en fait souvent ceux qui en font le plus sont ceux qui cachent le plus, vous savez, c'est que oui, il en faisait trop, il en faisait beaucoup trop, c'est pas un serviteur ça, c'est quelqu'un qui voulait vraiment faire, regardez je suis vraiment là à votre service. Un humble serviteur qui dit être un humble serviteur n'est pas un humble serviteur. Exactement. Voilà, on a vraiment ici un personnage qui est foncièrement mauvais, qui va diviser, et c'est ce qu'il va faire après sur Wano Kuni. En fait, il va diviser absolument tout le monde, il va tous les défoncer grâce à Kaido. Est-ce qu'on va vraiment avoir un Spandam? Parce que Spandam, vous savez, il n'y a pas eu de rédemption avec ce personnage-là à la fin, il était détestable et voilà, on s'en fout. Ou bien, est-ce qu'on va avoir un personnage beaucoup plus profond? Est-ce que Eiichiro Oda va écrire sa tristesse? Moi, c'est ça que j'attends, est-ce qu'on va avoir? Parce que pour le moment, c'est le pire, entre guillemets, méchant de One Piece. C'est le plus détestable, c'est le plus, j'ai envie de le claquer, mais comme pas possible. Mais on n'a pas encore eu sa profondeur, on n'a pas encore le méchant par excellence qui nous donne envie de l'aimer. Pour le moment, on le déteste. Il y a une époque méga sombre de One Piece où on disait que le shogun de Wano, là, c'était l'ennemi de Zoro et tout, il était bas, il allait faire que ça. Aïe 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 aïe. Et alors qu'on vient de voir l'ennemi, on a aussi donc les alliés. Et la chose la plus importante, c'est le clan Shimotsuki. Pour rappeler un peu la géopolitique de Wano Kuni, il faut savoir que le pays est composé en 5 régions et donc en 5 fiefs, dirigés par des daimyo qui eux sont directement à la botte du grand boss qui est le shogun de Wano Kuni, à la capitale des fleurs. Chaque daimyo donc a sa terre, et il faut savoir que tout l'est de Wano Kuni est dirigé par un seul clan. Donc Ringo et Akumai, les deux grandes régions de l'Est, sont dirigées par le seul et même clan Shimotsuki. Akumai par Yasue Shimotsuki et Ringo dirigé par Ushimaru et son renard Unimaru Shimotsuki. Donc 2 daimyo pour un seul clan, c'est quand même assez balèze qu'une famille comme ça puisse régner sur toute la moitié du coup d'un territoire. Et je pense que si c'est accordé comme ça, et ben c'est clair que c'est une famille un petit peu alliée au Kuzuki. Et si c'est une famille alliée au Kuzuki, c'est que je pense que dans l'histoire un petit peu de Wano, vous vous souvenez, putain c'est fou quand même de te dire qu'il y a quand même le pays doré, qu'il y a Ryuma, le plus grand samouraï de l'histoire. Donc voilà, tout ça pour dire que les Shimotsuki c'est extrêmement important. Et moi, petite parenthèse quand même juste sur un énorme big up quand même à Yasue, qui est un personnage extraordinaire. Et que si on met l'accent quand même sur Oden, et ben on constate quand même que dans une sorte de mascarade totale que vit Oden vis-à-vis de toutes les formes d'autorité de Wano, et ben on a ce type là qui putain mais j'aurais trop sympa avec lui. Mais vraiment il est brave, il est gentil. Il en faut un, il y en a toujours un parmi... C'est un adulte, enfin comparé à Oden. Mais là où le clan Shimotsuki est hyper intéressant, c'est par Ushimaru et Onimaru Shimotsuki. Il faut savoir qu'ils apparaissent dans ce chapitre là, qui sont extrêmement badass, dodo, on ne les voit pas, Oda les fait attendre, et surtout ils étaient déjà mentionnés par Kawamatsu au chapitre 953, et nous voyons bien qu'ils partagent tous la même armoirie, vous savez, le même logo en fait du clan Shimotsuki, qui sont des katanas croisés. Katana qu'on va retrouver sur plusieurs chapitres de Wano Kuni, mais surtout aussi sur le maître de Zoro, Koshiro, au village de Shimotsuki, qui porte donc le même nom que ce clan. Donc là-dessus, j'ai envie de dire que tout est connecté, c'est incroyable comme on a plusieurs pièces du puzzle, mais on n'a pas encore l'image finale, et ça montre à quel point ça doit bouillonner dans la tête de l'auteur. Ça doit être un truc de malade comme il doit se dire. Faut pas que j'oublie que les Shimotsuki, en fait, c'est un lien avec East Blue chez Zoro dans 20 ans, mais là on est 41 ans, mais après il y a 2 ans, donc c'est à 20 ans qu'Oden devient Akuri le daimyo, mais après c'est 33 ans qu'il y a, on voit 2 petites bestioles qui arrivent sur la plage, et que eux, c'est un énorme... C'est toute une temporalité et en plus toute une géopolitique à gérer. Wano Kuni, c'est ce qu'on disait, c'est que c'est vraiment en fait la métonymie, la métaphore de One Piece. Le siècle oublié, c'est le pays doré, on a Roger, c'est Ryuma, on a les empereurs, enfin en ce moment et tout, c'est, si vous voulez en fait, Wano Kuni, c'est juste en fait le reste du monde entier en fait résumé, c'est une folie, une dinguerie.
Parlons bien maintenant, parlons des rencontres des fourreaux rouges. C'était le moment phare du chapitre. Et ce qui est beau, les amis, c'est ce qu'on vient de dire encore une fois, Wano Kuni et le résumé de One Piece. Parce que qu'est-ce qu'on a là, ici? On a le parcours d'un pirate qui peut pas prendre la mer. Je trouve ça trop mignon, c'est hyper beau de voir un personnage qui est très frustré en fait de ça et qui donc fait quoi? Forme son équipage sur la terre. C'est trop cool, on a vraiment, c'est ce que je disais depuis le début et je suis hyper content de ça, c'est en fait c'est que Oden Kozuki c'est un Luffy, c'est un Roger, c'est quelqu'un qui a une énorme volonté, une capacité incroyable en fait à rallier les gens à sa cause et qui ne laisse personne indifférent. Aujourd'hui on voit donc que l'aventure de Luffy qui prend quoi? 9 compagnons, c'est ça en fait, même 10 avec Jinbei, et c'est pareil, c'est ce qui se passe ici, on pensait qu'il y en avait 9 et non, il y en avait 10 avec Izo aussi. Donc un homme qui prend 10 compagnons sur son chemin comme ça, qui fait son aventure et qui écrit son journal de bord parce qu'il peut pas prendre la mer. C'est hyper émouvant en fait. Et Chiroda en plus accélère le rythme de ce flashback là tout en restant dans un cadre assez intime. C'est trop cool. Vous savez, c'est vraiment le flashback par excellence. On a la construction du flashback, je dis bien classique par excellence, parce qu'on va avoir la découverte du personnage. Ensuite on va avoir les tout va bien du personnage, le moment heureux, on construit tout ça, tout est beau et tout. Et ensuite on sait très bien qu'à la fin ça va finir en descente en enfer pour revenir sur le présent et ici avoir la rédemption avec la vengeance des fourreaux rouges de Luffy et tout. Tout de suite là on est dans le happy moment de Oden Kozuki, tout est beau, tout est bien, c'est épique, c'est beau, c'est légendaire, c'est mystique, c'est vraiment, on a vraiment ici encore une fois la figure mythologique du héros, tout se passe bien, il fait des exploits que c'est trop cool, ça se passe bien. Trop bien quand il marche. Ouais. Il marche trop bien. Tout se passe bien dans un Wano Kuni vraiment à la sauce un peu Breath of the Wild, vous savez, avec la nostalgie poétique des japonais. Tout se passe bien dans un Japon en fait qui est en harmonie avec la nature. Et d'ailleurs ça fait tout de suite ici une énorme rupture avec le passé présent, surtout avec la première découverte de Raizo qui est où? Qui est à Udon. Ce qui est formidable, c'est qu'on a un auteur qui est extrêmement malin et qui sait que son île va être un petit peu la représentation du voyage de Luffy, ou en tout cas d'un pirate si celui-ci pouvait voyager d'île en île, puisqu'on a du coup l'île hivernale, on a Ringo où on va retrouver du coup les deux petits frères, on a également du coup les terres désolées de Kibi où on va retrouver un type qui vole des cheveux, on a l'île forêt où on a du coup un ninja totalement désabusé là, et du coup ce qui est stylé c'est que quelque chose de très fort qui frappe, c'est que si on a déjà également Akumai, ou alors on avait Wakon de Lune, des trucs, mais des temples là, mais beaucoup trop stylés qui n'existent absolument plus aujourd'hui, et le plus frappant c'est quand même ce qu'on a à Udon. Udon, moi ça restera éternellement la putain de prison absolument dégoûtante. C'est une carrière de pierre sous le soleil. Vraiment, ils sont comme ça, c'est le bagne et tout. Et là du coup on avait les vastes forêts du Don, c'est une blague. Non mais c'est vraiment une blague d'entendre les vastes forêts du Don. Et ça qui est formidable, c'est que du coup on a le meilleur RPG, il marche et il fait tout dans la forêt, il va dans les forêts de neige et tout. Oh, c'est incrédible. On la voit, la rupture toujours entre le japonais très nostalgique de quelque chose qu'il n'a jamais connu, qui est le Japon dans la jungle, la nature qui a toujours le dessus, et l'industrie. L'industrie avec Kaido plus tard, 20 ans plus tard, qui va donc raser tout, qui va faire Isangar et tout et tout. Ce qui est assez intéressant alors, c'est que Raizo est présenté comme un déserteur du clan Oniwaban, qui sont les ninjas rapprochés du shogun. Donc voilà, le groupe rapproché qui obéissent seulement directement au shogun et qui était avant chez les Kuzuki, mais aujourd'hui, dans le présent, appartiennent à Orochi. Et le plus intéressant, c'est que Raizo est présenté comme ayant été éconduite par une Kunoichi. Kunoichi, c'est une femme ninja. Oda n'oublie. Et voilà, et c'est hyper intéressant parce qu'en fait, c'est qui tout simplement? Et c'est Shinobu, c'est elle en fait. Et on le revoit au chapitre 933, sous couvert d'humour un peu puéril de la part d'Ichiroda. On la voit que c'est elle en fait qui est considérée comme la tueuse d'hommes en fait. C'était elle qui était une véritable beauté et qui donc a failli aussi à Enzo. Il s'appelle Enzo. Enzo l'a échappé très belle. Voilà, lui il est resté, il a été plus fort que Raizo et il n'a pas succombé au charme de la Kunoichi, mais Raizo lui a succombé, donc il se retrouve comme un énorme pleutre dans la forêt et ensuite recueilli par Oden. Tout est connecté. Kanjuro absolument formidable du coup. Il est totalement cramé. En fait, le personnage il est fou. Alors, et d'ailleurs c'est bête à dire mais il est tellement chelou en fait. Mais vraiment il est présenté comme un cramé le mec. Il arrive, c'est un profanateur de tombes, de cadavres. Il vole les cheveux, il en fait des pinceaux et il les vend. Il y a absolument rien à dire là-dessus si ce n'est que franchement on va le dire, c'est le moins attachant de tous. Jusque là encore dans le passé, Oda n'a pas envie qu'on s'attache à lui. Est-ce que c'est le traître?
Ashura Doji. Du coup, eh bien, ce qui est formidable, c'est que déjà, la boucle est bouclée. On avait une fameuse ombre qui se battait au chapitre 920, et cette fois, ça y est, on les a. Alors, c'était quand même quelque chose, un passage qu'on avait un peu peur. J'ai pas arrêté de répéter ça à mon frère. Je me disais, le chapitre il va se finir là-dessus, je vais en avoir marre. Mais bon, c'est bien, ça a été assez éclairé. Ça va plus vite, ouais. Mais du coup, par contre, moi, ce qui me fait le plus vibrer, c'est que quand je vois Ashura Doji qui a quand même mis à mal Oden fucking Kuzuki, et ben, je me dis, ah, ça explique comment, eh bien, est-ce qu'il a fait sa petite Shuma nationale à Jack juste après justement le flashback du 920. Et du coup, ça c'est quand même très important parce que, eh ben, je crois, mais enfin, il est monstrueux. Non, vraiment, je pense. Bah, en fait, c'est sûrement le feu rouge le plus puissant de tous. Ce qui était dit, c'est que c'était Kawamatsu. Ah ouais, bah ça doit être Kawamatsu. En fait, mais lui, putain, il a l'air d'être au-dessus du game. Et ça rend encore la force d'Oden encore plus mystique. Genre vraiment. Oden, cicatrice, Kaido, fin du game. C'est bon. 18 ans. Retenez. Izo et son petit frère Kikunojo, hein, vraiment très kawaii, meilleur duo, vraiment très bonne relation. Et alors, tandis qu'on a pensé qu'on avait une petite Kikunojo qui prendrait les dessus, et bien au final, le personnage principal ici de ce duo, ça reste Izo. Izo, quand même, super personnage qui du coup est bien connu pour être un commandant de Barbe Blanche et qui danse pour gagner sa vie. Et Oda l'avait dessiné. Les deux frères, du coup, vont rencontrer Oden, bouffer sa bouffe, se faire frapper par Oden, devenir les fourreaux d'Oden. C'est-à-dire que voilà, c'est classico. Cependant, on a quand même vraiment l'accent qui est mis sur Izo constamment, c'est-à-dire le fourreau rouge qui va être plus important. Et vraiment, c'est ça qui est ouf, le petit frère qui n'aura pas de rôle prépondérant dans l'avenir. Et bien, le futur nous dira le contraire quand Barbe Blanche mettra le bout de sa moustache sur Wano. Ce qui est assez intéressant, c'est que Eiichiro Oda avait déjà créé l'ambiguïté sur les personnages au chapitre 943 lors du flashback de Yasue juste avant sa mort. Toute la fanbase s'était demandé si c'était Izo ou Okiku, mais en fait ça pouvait très bien être les deux. Les derniers fourreaux rouges à apparaître dans ce chapitre sont Kawamatsu, Nekomamushi et Inuarashi. S'ils n'apparaissent qu'à la fin et qu'ils ne sont pas encore fourreaux rouges à ce moment-là, ce n'est pas un hasard, c'est parce qu'ils sont un peu spéciaux. On a donc l'homme poisson et les Minx qui se rejoignent et qui donc vont ensuite aller voir les humains plus tard. On a ici un très beau jeu de la part d'Eiichiro Oda qui présente du coup l'homme poisson qui découvre les Minx. Et voilà, les races qui se découvrent entre elles et qui forcément établissent ici un rapport très distanciel. C'est-à-dire qu'on a vraiment un Kawamatsu qui fait c'est quoi, ça a des poils, tout ça, tandis que toi, bah écoute, t'as des écailles et ça on le dit pas. Et puis surtout, c'est du coup, ça va être les trois créatures qui vont se pointer et qui vont expliquer un petit peu le lynchage qu'on va retrouver dans le coup, qu'on avait vu dans le flashback d'Inuarashi. En tout cas dans les pensées d'Inuarashi. Et c'est vrai que c'est fou parce qu'en fait on se rend compte que Eiichiro Oda encore une fois n'avait pas du tout oublié. Il avait carrément prévu ça, il avait dessiné un peu sur le côté comme ça. Et ben la tête de Kawamatsu, son petit chapeau, sa petite chevelure, c'est ouf. Vraiment le sens du détail de l'auteur, moi ça me surpasse. C'était il y a plus d'1 an au chapitre 920. Et aujourd'hui donc on voit bien qu'on nous avons ici les Minx, ceux qui voudront prendre la mer avec celui qui se trouve trop à l'étroit. Et ceux qui vont être un peu contre les samouraïs isolationnistes qui vont essayer de convaincre leur maître de ne surtout pas prendre la mer. Mais ça, c'était avant l'arrivée de Barbe Blanche et de Roger. Cela a été confirmé cette même semaine, il ne reste plus que 5 ans pour One Piece. Et alors que beaucoup de fans trouvent cela trop court pour tout ce qu'il reste à raconter, Eiichiro Oda, via son éditeur en chef, a avoué que sur les 5 ans, l'arc narratif de Wano Kuni pouvait encore en durer presque 3. Il est et sera le plus long et important arc du manga, celui qui va apporter des révélations sur la nature même du One Piece et le flashback sur la vie de Goldie Roger. Voici alors ce que nous pensons. Le flashback d'Oden Kuzuki va devenir, dans ces derniers chapitres, celui de Roger et va alors se terminer tout simplement sur la découverte du One Piece. C'est très sérieux car nous avons ici une continuité logique, laissez-moi vous expliquer. Nous avons un flashback classique et voici ce qu'il risque de nous raconter. Après nous avoir fait découvrir le personnage, formant son équipage et sa renommée, il sera temps pour lui de rencontrer les deux hommes qui allaient changer sa vie à tout jamais. Le premier sera Barbe Blanche, qui comme annoncé au chapitre 920, arrivant sur Wano, fut charmé par le personnage. Et c'est en relisant le chapitre 820 que la chronologie de ce récit déstructuré se met petit à petit en place. En effet, il est très intéressant de revenir à l'arc de Zo pour relire les paroles de Nekomamushi et Inuarashi. Grâce à eux, nous savons que Oden, avec le chien et le chat comme vassaux, est parti prendre la mer à bord du Moby Dick. Mais nous savons aussi qu'avec eux se trouvait Izo, grand frère de Okiku. Ce dernier est alors lui resté chez Barbe Blanche qui lui a offert le poste de 16e commandant de la flotte. En tant que samouraï, il a dû faire son choix et faire des adieux clairs à Oden, qui promet sûrement de ne pas venir venger
s'il lui est arrivé quelque chose, expliquant pourquoi Izo n'a pas demandé il y a 20 ans l'intervention de son capitaine pour aller sauver Oden contre Kaido. Tout simplement car son nouveau maître, son nouveau père, n'était plus Oden Kozuki, mais bien Barbe Blanche. Ainsi, les fourreaux rouges passèrent de 10 à 9. De retour sur Wano, nous apprenons une nouvelle fois grâce au chapitre 820 que ce fut au tour de Roger de venir accoster sur les plages de Kuri et faire la rencontre du fameux Oden Kozuki, le recrutant dans son périple car étant le dernier homme à pouvoir écrire des poneglyphes. Inuarashi et Nekomamushi toujours avec lui, Oden est alors parti sur l'Euro Jackson en quête de Raftel. Et c'est à partir de ce moment-là que nous entrons dans la dernière partie du flashback d'Oden Kozuki, flashback qui va devenir aussi celui, vous l'avez compris, de Goldie Roger. Oden est celui qui va faire le lien, le mangaka créant ce personnage parfait pour pouvoir créer des ponts entre les récits et récolter toutes les pièces de la chronologie éparpillées à travers tout le manga. Il est celui qui va sûrement nous expliquer que Roger et Barbe Blanche devaient bien partager leur dernière coupe de saké ensemble sur Wano sous les cerisiers au chapitre 576. Et alors nous aurions ici la parfaite occasion de découvrir le périple de Roger via le regard d'Oden et surtout son journal de bord, déjà présenté au chapitre 962. Toujours au chapitre 820, nous savons que le chien et le chat qui n'ont pas accompagné leur maître jusqu'au bout ont été déposés à Zo avant la fin du voyage. Ici sera sûrement la raison de leur dispute. Il nous manquera alors qu'une seule chose à connaître à ce moment-là, la découverte de Raftel et du One Piece par Roger. Mais bien sûr, tout cela à contre-champ, le mangaka nous faisant bien comprendre que Roger et Oden arrivent sur Raftel sans pour autant nous la montrer. Idem pour le One Piece, mais expliquant alors pourquoi il fallait absolument ouvrir les frontières, raccordant aussi donc dans la chronologie le chapitre 958 et la fin du voyage de Roger et Oden disant qu'il devait absolument ouvrir Wano Kuni au monde entier. Chose qui était encore un mystère à ce moment-là, ne le sera sûrement plus à la fin de ce flashback, permettant alors une fois de retour dans le présent d'avoir une toute autre saveur de la situation, car nous saurons pourquoi cette mission est si importante, Oda nous ayant donné les raisons mais pas encore la récompense. C'est donc dans ce flashback qui sera le plus important du manga que nous allons découvrir l'histoire de Roger, de Barbe Blanche et de Oden Kozuki. Il nous manquerait alors plus qu'une seule chose une fois de retour dans le présent, affronter Kaido pour à notre tour, via le regard du chapeau de paille, découvrir le One Piece. Le flashback d'Oden quand même il sert à baliser tout ça, toute cette période extrêmement importante vis-à-vis quand même et bien du coup de l'incident de God Valley qui, bon bah du coup c'est officiel, Oden n'y a pas participé, hein, c'était un petit peu ambigu, on se demandait un petit peu, mais du coup voilà, c'est-à-dire que on a du coup 2 ans qui se sont écoulés depuis son inauguration et sa mise en place en termes de Daimo sur Kuri, et du coup maintenant nous sommes à 33 ans dans le passé, et alors on commence un petit peu à diminuer comme ça petit à petit, et on saura quand est-ce que Barbe Blanche va arriver exactement, quand est-ce que Roger va arriver exactement. On attend tous quelque chose, c'est les retrouvailles entre Izo et Okiku qui sont bien possibles parce que dans les faux rouges il manque Nekomamushi et avec lui l'arrivée de Marco à Wano Kuni, et comme Marco est le nouveau capitaine de la flotte de Barbe Blanche, et ben je me demande si avec lui sur Wano Kuni il pourrait pas prendre toute la flotte et donc forcément Izo, comme ça les deux frères pourraient se retrouver et ce serait très joli. Voilà, là-dessus c'est la fin de la review. Putain, c'est impossible de se concentrer avec ça à côté là. C'est vrai qu'il est beau. Les amis, merci beaucoup d'avoir regardé cette review. On espère qu'elle vous aura plu, on espère qu'elle vous aura un petit peu permis de comprendre un petit peu mieux les enjeux de Wano Kuni et surtout du flashback d'Oden Kozuki avant que tout cela arrive dans le présent et du gomu gomu dans ta gueule. Eh bien, on vous dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. N'hésitez surtout pas à vous rendre dans la boutique dans la description si vous voulez vous procurer les nouveaux items Wano Kuni qui massent. Et d'ici là, on se dit à très bientôt mon corbeau. C'était Kamaltero et c'était Kitaro. Ciao ciao.